Bon, ben déjà, avant d'entamer la présentation du livre, je tiens à remercier Casper et en particulier Nicolas et Chloé d'avoir organisé cet événement. Donc, je vais parler, comme vous pouvez le voir, d'un livre qui s'appelle Le Retour du monde magique, qui est issu de ma thèse de doctorat en sociologie, qui était intitulée Magie de la modernité, illégitimité, légitimation du magnétisme en France et du chamanisme au Pérou. Et donc, que j'ai soutenu, enfin défendu, comme on dit ici, à l'EHESS en 2022. Alors, l'enjeu de la présentation est de vous parler non de la thèse mais du livre, comme vous l'avez compris, même si ils se ressemblent quand même pas mal. Et pour ça, je vais commencer par évoquer le titre, Le Retour du monde magique. Alors, pourquoi parler du retour du monde magique? Pour deux raisons. Il s'agit tout d'abord d'un clin d'œil à Ernesto De Martino, qui est un anthropologue italien oublié aujourd'hui, alors qu'il était l'un des auteurs les plus traduits en France dans les années 60 et qui a notamment écrit Le monde magique en 1948. Dans ce livre, il s'intéresse aux problèmes que pose la magie en Occident. Alors son geste, en fait, est très réflexif. Au lieu de critiquer la magie ou de chercher à l'expliquer en tant qu'efficacité symbolique, ce que faisait quelqu'un que vous connaissez sans doute mieux que Ernesto De Martino, Claude Lévi-Strauss, à la même époque, qui a écrit l'efficacité symbolique en fait en 1949. Ernesto De Martino analyse sa propre réaction face à la possibilité d'existence de la magie. Il prend comme exemple l'Umuti. Alors, il en prend plein d'autres, mais l'Umuti, c'est en fait une cérémonie des îles Fidji dans laquelle des autochtones traversent un brasier de plus de 30 mètres de long, pieds nus, sans se brûler. Et il concède qu'à la lecture de ces notes ethnographiques, sa première réaction est de chercher, je le cite, à se tirer d'affaire en déclarant que les pouvoirs magiques sont a priori impossibles et qu'à la rigueur, il faut se demander comment est possible l'illusion de leur réalité. Ce serait selon lui, en fait, sa présomption culturelle, qu'il nomme naturalisme déjà à l'époque, qui l'empêcherait de prendre ce type de pratique au sérieux. Donc au lieu de dire que c'est juste une illusion, en fait, il s'intéresse à sa propre réaction face à ce phénomène. Voilà ce qu'il explique sur son naturalisme. La science est née en retirant graduellement et de plus en plus consciemment le psychisme du naturel. La possibilité de phénomènes paranormaux signifie pour elle un véritable signe de contradiction, un scandale, parce que le paranormal est, en général, du psychisme se réintroduisant dans la nature et une nature se chargeant de psychisme. En résumé, pour faire simple, parce que parfois il a un style un peu compliqué, au lieu de critiquer la magie, il analyse son rapport critique à la magie. Et il réalise ainsi qu'il est dû à sa culture naturaliste. C'est ça sa présomption culturelle. C'est parce qu'il est naturaliste qu'il a tendance à critiquer la magie, parce que quand on est naturaliste, on a tendance à repousser la magie dans l'illusion ou à se demander si elle est vraiment possible, en des termes naturalistes en fait. Donc j'ai intitulé Le Retour du monde magique, donc en référence à Ernesto De Martino, parce que son geste réflexif m'a beaucoup inspiré. En fait, j'ai découvert Ernesto De Martino quand j'avais fini ma thèse, et là je me suis dit « Ah oui, c'est dingue, il a fait quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que j'ai essayé de faire ». Et je l'ai réintégré dans ma thèse. Et puis à la fin, au moment de l'écriture du livre, je lui ai rendu hommage en prenant un titre qui s'inspirait du titre de son livre Aujourd'hui, pas oublié parce qu'en fait, il vient d'être réédité, mais qui a eu tendance à être oublié par rapport à l'époque, parce qu'à l'époque, il était autant cité que Lévi-Strauss. L'autre raison, j'ai dit qu'il y avait deux raisons pour lesquelles j'avais intitulé mon livre Le Retour du monde magique. La seconde, c'est qu'il part du constat que loin de disparaître avec l'avancée du processus de modernisation, les pratiques magiques sont aujourd'hui en pleine expansion en Occident. Alors, si le terme de retour n'est pas tout à fait correct, parce qu'en fait, ça supposerait que les pratiques magiques aient disparu et tout d'un coup reviennent, c'est pas vraiment ce que je montre. Je montre plutôt qu'en fait, elles ont été clandestines pendant longtemps et elles sont de plus en plus visibles et légitimes en ce sens-là. Il y a une visibilisation, en fait. Il y a une transformation de la position qu'elles ont dans la société. Donc c'est pas vraiment un retour, même si on peut parler aussi de retour, et beaucoup d'auteurs parlent de retour. Edgar Morin parlait de retour aussi de la magie. Enfin, il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de retour. En mon sens, le terme de retour est pas tout à fait adapté parce que il n'est pas continuiste, en fait. C'est pas un rapport à l'histoire continuiste. Et je m'inscris plutôt dans une position continuiste. Bref. En fait, c'est ce double phénomène que j'étudie dans le livre. Donc, d'une part, la magie comme épreuve pour le naturalisme, et d'autre part, les processus de légitimation des pratiques magiques. Et je pars pour ça de deux cas, le cas du magnétisme en France et le cas du chamanisme au Pérou. Alors, pour plus de concision,
je vais concentrer mon exposé sur la question de la mise à l'épreuve du naturalisme et non pas sur la question de la légitimation des pratiques magiques, même si on pourra en parler si vous voulez après. Et donc, je vais commencer par vous raconter comment on devient magnétiseur et expliquer en quoi cela remet en cause ou non, d'ailleurs, on verra, le naturalisme. Puis, je décrirai la pratique des magnétiseurs, dans laquelle les magnétiseurs, en fait, travaillent avec des esprits et de l'énergie, en me demandant si cette pratique est ou non naturaliste. En conclusion, je résumerai très brièvement la suite de l'ouvrage et évoquerai la question de la légitimation, mais vraiment rapidement. Devenir magnétiseur ou résister au naturalisme. Alors c'est ainsi que s'intitule la première partie de mon livre, qui porte sur les carrières de magnétiseurs. Alors on va voir qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une alternative entre devenir magnétiseur et rester naturaliste ou pas. Ça, je l'évoquerai en détail dans la suite. Donc je vais commencer par un trouble ethnographique, le trouble de l'ethnographe. C'est-à-dire qu'au début de mon enquête, j'ai été troublée, comme on va le voir. En fait, j'ai vécu un trouble un peu semblable à celui qu'a éprouvé Ernesto De Martino face à l'Umuti, par exemple, donc face à des pratiques magiques. Et je vais analyser ce trouble pour montrer en quoi il est intéressant de l'analyser, pour comprendre le naturalisme. Donc je vais décrire cela. Donc j'ai réalisé en fait 32 entretiens avec des magnétiseurs et magnétiseuses. Il s'agissait donc d'entretiens biographiques notamment, mais aussi d'entretiens sur leurs pratiques. Le premier entretien, je l'ai réalisé avec un magnétiseur qui s'appelle Robert Gamel. C'est un homme âgé de plus de 80 ans qui a exercé très longtemps à Paris, 30 ans à Paris, avant de se retirer dans son village natal. Il m'a accueilli dans un cabinet qui ressemble beaucoup à un cabinet médical et il m'a expliqué qu'il était ingénieur de formation, qu'il avait longtemps travaillé dans la fabrication d'équipements de laboratoire et de raffinerie. Quand un jour, il a observé des phénomènes de lévitation, c'est-à-dire des portes qui s'ouvrent, la chaise qui traverse la pièce toute seule, des bruits bizarres. Il m'explique qu'alors qu'il cherchait une explication scientifique à ce phénomène, il en est venu à considérer l'existence d'esprits frappeurs. Alors c'est là que j'ai été troublée en fait. J'étais un peu, mais comment un ingénieur qui a vécu et travaillé à Paris toute sa vie peut encore croire à ces trucs-là, quoi? Comment il peut croire qu'il y a des esprits frappeurs? C'est-à-dire que j'ai recouru en disant est-ce qu'on peut encore croire à des esprits frappeurs aujourd'hui? J'ai recouru en fait à une question asymétrique. C'est une question qui part de la distinction entre nature et culture, entre croire et savoir. Surtout, en fait, j'ai dit qu'il croyait. Est-ce qu'on peut croire à ces choses-là encore aujourd'hui? Mais en rejetant sa pratique dans la croyance, je ne la prenais pas au sérieux. Alors, en fait, le terme de symétrie vient de Bruno Latour. Et pour lui, il faut avoir une démarche symétrique, c'est-à-dire prendre autant au sérieux la croyance et le savoir, et surtout pas dire que c'est de la croyance ou du savoir, pour mieux observer qui va définir qui sont les croyants et qui sont les savants. Alors, je parle de trouble parce que j'avais l'intention de prendre au sérieux sa pratique, et la première chose que je fais, c'est que je la prends pas au sérieux, parce que je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Donc c'est une épreuve, en fait, qui m'a permis, en revenant dessus, de me rendre compte que ma position était difficile à tenir. Si j'avais continué dans cette voie-là, j'aurais fait sans doute une thèse en disant, bon, comment est-ce qu'on peut encore être irrationnel aujourd'hui alors qu'il y a tellement de scientifiques, de moyens, de preuves, de dispositifs nous permettant d'évaluer l'existence, etc. Mais dans ce cas, je n'aurais pas compris la légitimation des pratiques magiques, parce qu'elles ne passent pas par ces moyens-là, pas nécessairement. Et surtout, j'aurais participé moi-même à illégitimer ces pratiques en disant que c'était n'importe quoi et qu'il ne faudrait pas y croire aujourd'hui. Alors, si j'insiste sur ce point, c'est qu'il met en lumière, en fait, l'une des particularités du magnétisme et de la médiumnité, donc du rapport aux esprits, en tant qu'objet d'étude. Surtout quand on les analyse dans un pays occidental et qu'on est nous-mêmes occidentaux. C'est-à-dire que c'est des pratiques qui sont proches de nous et en même temps, elles sont proches dans l'univers culturel. En fait, on côtoie des ingénieurs qui parlent d'esprit, par exemple, pour prendre l'exemple de Robert Gamel, et on a plus de mal à en faire des objets d'étude que si on part à l'autre bout du monde chercher des chamans. Parce qu'en fait, il y a directement une remise en cause, une mise en tension de notre conception de la réalité. On se dit, est-ce que les esprits existent vraiment? Et j'avais tendance à me dire que non, alors comment je fais avec ça? Alors, on va voir que comme... on retrouve à peu près le geste de De Martino, c'est-à-dire, finalement, au lieu de dire que c'est qu'une illusion, je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai tendance à dire que c'est une illusion, d'où ça vient. Alors, pour ça, j'ai mis au point, j'ai créé des notions qui me permettent de mieux analyser les choses qu'en parlant de croyances.
Donc c'est les notions qu'on va voir là, d'expérience énigmatique et de conflit d'ontologisation. Alors, les carrières des magnétiseurs, donc des 32 personnes avec qui j'ai réalisé les entretiens, ont toutes commencé par une expérience énigmatique. Alors une expérience énigmatique, c'est quoi ? C'est par exemple ce mouvement de chaise observé par Robert Gamel. On va voir qu'il y a d'autres types d'expériences énigmatiques. Et ce qui m'a étonnée, c'est que 32 personnes qui la plus jeune avait 27 ans, la personne la plus âgée avait 80, donc Robert Gamel, ils étaient cuisiniers, éducateurs sportifs, ingénieurs, commandants de police, agrégés de lettres, même agrégés de chimie, et toutes ont vécu ces expériences énigmatiques, toutes vivaient en région parisienne ou dans des grandes villes en France. Voilà. En fait, il y a une systématicité de l'expérience énigmatique. Alors, je vais prendre un autre exemple que Robert Gamel, l'exemple d'une femme qui s'appelle Marianne Philippe, que j'appelle Marianne Philippe. C'est une femme d'une 50aine d'années qui était responsable qualité pour des entreprises pendant 15 ans avant de devenir magnétiseuse. Elle me raconte que le jour de ses 40 ans, alors qu'elle se promenait dans les bois avec son mari, il y a un homme qui essaye de se pendre devant eux. Il y a un monsieur qui est assis sur une branche et qui se pend devant nous. Elle me dit qu'ils ont appelé les secours et qu'une fois que la personne était hors de danger, elle s'est demandé « Mais qu'est-ce que c'est que ce cadeau d'anniversaire ?» Puis, elle a fait le lien entre le fait qu'elle était née avec un cordon ombilical autour du cou et le pendu. Elle s'est dit, est-ce qu'il y a un lien entre le fait que je sois née avec ce cordon ombilical autour du cou et le fait qu'un homme se pende devant moi à l'heure de ma naissance ? Elle m'a expliqué, ça m'a beaucoup interpellée. C'était un gros choc. Et c'est donc à la suite de cet événement, qui est une expérience énigmatique, qu'elle s'est mise à voir des êtres tout lumineux arriver et lui dire « c'est bon, tu peux avoir confiance, c'est passé. Maintenant, tu vas pouvoir découvrir qui tu es vraiment. » Elle a cru en fait qu'elle était complètement cinglée, qu'elle avait pris un gros pet au casque et a décidé d'en parler à personne. Alors Marianne Philippe, en fait, raconte 2 expériences énigmatiques. La première, c'est le suicide donc de cet individu devant elle à l'heure de sa naissance, et la deuxième, c'est l'apparition d'êtres tout lumineux. C'est des expériences énigmatiques parce qu'en fait, elles vont mettre à l'épreuve la conception de la réalité de Marianne. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se demande si elle est folle. C'est parce que, tout d'un coup, ça ne rentre pas dans son cadre, sa conception de la réalité, et donc la seule façon d'expliquer ce qu'elle voit, dans ce cas, c'est de se dire folle. Ces 2 expériences énigmatiques de type différent, je vais me concentrer sur la deuxième, donc celle de l'apparition d'êtres tout lumineux, qui revient très souvent en fait dans mes entretiens. Alors en fait, j'ai appelé conflit d'ontologisation, donc là je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc le conflit qu'on peut résumer par cette question. Est-ce que les êtres tout lumineux sont des esprits ? C'est-à-dire des choses que n'importe qui pourrait voir à condition d'avoir le don de voir ? Ou est-ce que ce sont des hallucinations, donc des choses que seule Marianne voit parce qu'elle est folle ? Alors j'ai appelé ce conflit d'ontologisation parce qu'il s'agit d'un conflit qui porte sur la définition des entités, ici les esprits. Si on objective, donc c'est ici, l'objectivation, ça consiste à dire que les esprits existent vraiment et que d'autres personnes sont capables de les voir. Autrement dit, ça consiste à dire qu'ils sont indépendants, ils existent indépendamment du point de vue de la personne qui affirme les voir. Inversement, la subjectivation, le fait de dire que ce sont des hallucinations, consiste à les réduire à la perception de la personne qui dit les voir. Donc en fait, ils dépendent intégralement, ils n'existent que parce que cette personne pense les voir. Ce sont les fruits de son imagination. Alors le problème, c'est que si Marianne objective les esprits, les êtres de lumière, les êtres tout lumineux, et dit qu'ils existent indépendamment de son point de vue, elle risque d'être étiquetée par d'autres comme étant folle, parce qu'on est dans une société dans laquelle on n'est pas censé dire qu'on voit des esprits. Je pense qu'en Belgique, autant qu'en France, c'est le cas, et en Angleterre aussi, dans beaucoup de pays occidentaux en tout cas. Et d'autre part, si elle dit qu'elle a des hallucinations, c'est elle-même qui se dit folle, en fait, ou en tout cas sujette à des hallucinations passagères. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit « je dis rien à personne », elle occulte. Elle fuit le conflit d'ontologisation en se taisant. Et en fait, j'ai retrouvé ce schéma chez les 32 personnes avec qui j'ai fait des entretiens. Donc des expériences énigmatiques avec un conflit d'ontologisation à chaque fois. Alors après, ces expériences énigmatiques sont de type variable. On a vu qu'il y avait des chaises qui bougent aussi, c'est un autre type d'expérience énigmatique. Et il y en a une qui est très très courante et qui est quasiment la plus courante de toutes, c'est celle que je vais vous résumer ici. Et celle, ici je prends l'exemple de Thomas Baumann,
qui est un ancien commandant de police qui a pris une retraite anticipée pour pouvoir se dédier pleinement au magnétisme et à la médiumnité. Et il vivait en région parisienne. Alors il me raconte, quand je le rencontre, que quand il avait une vingtaine d'années, dans les années 80, sa copine s'est plainte qu'elle avait mal à la tête. Et là, spontanément, me dit-il, je ne sais d'où, je lui mets la main sur le front avec l'intention de lui enlever le mal de tête, mais je ne lui ai pas dit parce qu'il y a aussi l'effet placebo. Puis, 10 minutes plus tard, elle me dit, « Tu sais, Thomas, j'ai plus mal à la tête. » Et il conclut, 10 minutes plus tard, oh, bizarre. Donc, au bizarre, c'est encore la présence d'une expérience énigmatique, quelque chose d'étrange en train de se produire. Quelle est cette chose étrange qui se produit ici? Quel est le conflit d'ontologisation qu'on observe? Alors, c'est un conflit un peu différent de celui de tout à l'heure, mais en fait très semblable par ailleurs. Disons qu'il est moins radical parce qu'il y a moins d'hésitation et il ne va pas chercher à occulter le phénomène. Mais en fait, il ressemble beaucoup, là je fais une comparaison des deux conflits. Dans le cas de l'objectivation, en fait, c'est dire qu'il a soigné grâce à l'énergie. Donc, il a le don de soigner et le fait d'apposer ses mains sur elle, sur son front, lui a permis de mobiliser une énergie guérisseuse. Donc, il l'objective et il dit que l'énergie, elle est indépendante encore une fois de son point de vue, mais qu'elle existe en tant qu'entité existante. La subjectivation, par contre, c'est dire que c'est un effet placebo. Et c'est ce qu'il dit, en fait, dans la première citation, qu'il y a aussi l'effet placebo. Donc en fait, il veut vérifier si c'est vraiment de l'énergie ou c'est qu'un effet placebo. Un effet placebo, c'est-à-dire que c'est une suggestion qui serait juste liée à la croyance de l'existence, mais qui n'aurait pas d'existence en tant que telle. C'est une subjectivation. Alors lui, dans son cas, c'est moins radical. En fait, il n'a pas eu besoin d'occulter. Parce que quand on dit que c'est qu'un effet placebo, c'est pas comme dire qu'un esprit est une hallucination, en fait. On n'est pas considéré comme fou si on soigne quelqu'un et que c'est qu'un effet placebo. Simplement, on est considéré comme quelqu'un de normal qui, en ayant eu l'intention de guérir, a soulagé la douleur de la personne qui est croyante en l'efficacité. Alors, en conclusion, les carrières des magnétiseurs que j'ai rencontrés débutent donc toutes par une expérience énigmatique avec un conflit d'ontologisation. À chaque fois, il y a 3 possibilités qui s'offrent. Objectiver le phénomène, c'est-à-dire affirmer que les esprits et l'énergie sont à l'origine de ce phénomène-là, existent réellement. Le subjectiver, donc dire que c'est rien d'autre qu'une hallucination, l'imagination, un effet placebo. Ou occulter, c'est-à-dire refuser d'interpréter. D'être interprété momentanément, mais en tout cas ne pas en parler à ses proches. Pour devenir magnétiseur, il faut en fait réussir à objectiver le phénomène. Et ce que je fais comme analyse dans le livre, là je vais y passer, je ne vais pas vous raconter tous les détails, sinon ça ne servirait à rien que vous le lisiez, c'est qu'il faut s'allier avec des gens qui objectivent. C'est-à-dire qu'il faut avoir des alliés magnétiseurs ou médiums, il faut rencontrer des personnes qui nous apprennent à objectiver et qui disent « vous n'êtes pas les seuls à voir ces êtres-là ». Si on est seul dans notre société, enfin dans une société occidentale de façon plus générale, et qu'on voit des esprits et que personne autour de nous nous dit que c'est des esprits, au bout d'un moment, on va se dire que c'est une hallucination. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont été internées, en fait, parce qu'elles pensaient qu'elles avaient des hallucinations et puis elles ne pouvaient pas objectiver. On n'objective pas seul, en fait. C'est quelque chose, je pense, de sociologiquement assez commun. C'est une analyse assez commune. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le naturalisme? Alors, ça va être on va monter un peu en généralité. Alors, comme je raconte dans le Retour du monde magique, j'ai mis un certain temps, en fait, à faire le lien entre ces analyses que j'avais faites moi-même à partir de mes données empiriques et la théorie du naturalisme d'Escola. En fait, j'avais lu Philippe d'Escola, mais sans le comprendre réellement quand j'étais en master. Je l'ai relu en thèse et là, j'ai compris l'intérêt de son livre. Et je me suis dit, mais on ne va pas avoir du naturalisme partout. On ne va pas se promener dans la rue et dire « Ah, on est naturaliste ». En fait, comment on applique une théorie aussi importante que celle de Philippe d'Escola quand on travaille de façon empirique comme je l'ai fait, c'est-à-dire à partir d'observations empiriques et d'entretiens. C'est pas facile et je voulais pas à toute force me forcer en fait mon cadre théorique pour importer d'Escola si il ne résonnait pas avec mes travaux. Et finalement, je me suis rendu compte que si, en réalité, il résonnait. Sa théorie, en tout cas, mes observations pouvaient pas nécessairement contester, mais en tout cas donner une forme de validité ou nuancer certaines de ses théories. Donc on va voir comment. Alors je vais vous résumer sa théorie au cas où. Il part en fait de l'opposition qu'il dit universelle entre la physicalité, c'est-à-dire le corps en fait, et l'intériorité, c'est-à-dire l'âme. Et à partir de cette opposition qu'il dit universelle, il définit 4 ontologies que vous voyez ici.
le naturalisme, donc l'ontologie qui nous intéresse là, qui est définie par l'universalité des physicalités et la singularité des intériorités. Pour faire plus simple, c'est le fait que en France, en Belgique, quand vous voyez un chien, vous allez dire que le chien n'a pas la même modalité de pensée qu'un être humain, mais que par contre, pour connaître le corps humain, on peut faire des expérimentations sur le corps du chien. Donc en fait, on a le même type de corps avec des cellules, c'est ça l'universalité de la physicalité, mais on a une façon de penser, une réflexivité, etc., des états d'âme intérieurs différents. L'animisme, c'est de là qu'en fait part la théorie de Descola. L'animisme, il l'a observé chez les Achuars, donc un peuple qui vit en Amazonie, entre l'Équateur et le Pérou. L'animisme, c'est quoi ? C'est le fait de dire que nous autres humains, humaines, avons des états intérieurs, une âme semblable aux animaux et qu'on peut communiquer avec eux en fait, parce qu'on a le même type de pensée ou même de langage, mais que par contre on va se distinguer d'eux par notre vêture de plumes, de poils ou d'écailles, c'est-à-dire par notre apparence. Le fait d'avoir des plumes par exemple donne accès à des oiseaux comme le toucan, à d'autres univers que le permet les poils, par exemple. Donc en fait, on appartient à des mondes différents, il parle de mondes, en fonction de notre physicalité. Mais que par contre, notre pensée, notre façon de penser, notre âme est semblable à celle des animaux, donc on peut discuter avec eux et on fait partie d'un même collectif. Ça, c'est l'animisme. L'analogisme, c'est selon lui ce qui existait en Occident avant l'arrivée du naturalisme. Et alors c'est l'ontologie la plus compliquée à penser du point de vue du naturalisme parce qu'en fait, le naturalisme, en fait, il y a cette binarité qu'on retrouve dans l'animisme, comme je viens de le dire. Dans l'analogisme, il y a une singularité des intériorités et des physicalités, c'est-à-dire qu'on est toutes et tous différents des animaux et qu'on a une intériorité différente et en plus une physicalité différente. En fait, c'est un monde complexe parce que c'est un monde dans lequel il n'y a pas d'universalité possible. Le seul moyen de faire du sens dans ce monde-là, c'est de procéder par analogie, d'où le terme d'analogisme. En fait, on observe ça dans la théorie des signatures au Moyen-Âge, qui est une théorie médicale selon laquelle on peut trouver dans la nature des éléments qui ressemblent par exemple à un œil et qui vont permettre de soigner des conjonctivites. Foucault, dans Les mots et les choses, parle aussi d'analogisme en ces termes-là. On le retrouve aussi dans l'astrologie, par exemple. C'est le fait de faire des liens entre des étoiles et le parcours de vie d'une personne. Ça va être en fait par similitude des formes qu'on va en venir à établir des théories. Et enfin, le totémisme qu'on trouve en Australie, notamment, mais aussi aux États-Unis, qui se définit par l'universalité des intériorités et des physicalités. Alors le fait de dire que je suis du clan de l'ours, c'est montrer que j'ai le même caractère qu'un ours et que physiquement je ressemble à un ours. Voilà, donc pour résumer ces ontologies. Alors comment j'en viens à parler des conflits d'ontologisation ou inversement ? Comment, en fait, en partant des conflits d'ontologisation, j'en arrive à une réflexion sur les ontologies. C'est pas si facile parce que, comme vous le voyez, Descola, en fait, s'intéresse à ce qu'il appelle le mode d'identification. Comment un humain s'identifie ou non à un non-humain ? Comment je m'identifie à un animal en me disant que j'ai le même esprit que l'animal ou le même corps que l'animal ? Et moi, je parle d'ontologisation, ce qui est un peu différent. Alors, j'ai opéré une traduction. Objectiver un esprit, dire qu'il existe indépendamment de mon point de vue, c'est le réduire en fait à sa physicalité universelle, c'est en faire un être de la nature. C'est une ontologisation naturaliste. Le définir comme une hallucination, c'est dire que c'est une projection de mon intériorité qui est singulière et que je suis la seule en fait. C'est pour ça que je serai la seule à le voir, parce que c'est mon intériorité qui est singulière, c'est mon esprit qui est singulier, qui va divaguer et créer cet être qui est une hallucination en fait. Donc c'est aussi une ontologisation naturaliste. Mais il y en a une qui va avoir tendance à légitimer l'existence, parce que quand on est naturaliste, renvoyer vers la nature, c'est souvent ce qu'on essaye de faire d'ailleurs quand on veut dire que quelque chose existe, c'est qu'on va en faire un être de la nature. Et par contre, l'envoyer vers la subjectivité, c'est en faire un être psychologique, en fait, qui est lié à la psychologie de l'individu. Et là, c'est dire que ça n'existe pas, en réalité. Donc, en fait, cette alternative, ce conflit d'ontologisation montre quoi ? Il montre que le naturalisme est dominant. Parce que les magnétiseurs, en recourant à ce type d'ontologisation, ne font que respecter la partition entre la nature et la culture, entre la nature universelle, en fait, et les cultures singulières.
Donc, j'étais assez surprise de ces résultats parce que je m'attendais en disant c'est une pratique magique, on pense souvent, ça veut dire que ça ne respecte pas le partage nature-culture. Et là, je vois que dans les entretiens, les magnétiseurs respectent tout à fait ce partage. Ce qui est appelé par Descola et Latour le grand partage. Alors, donc la question c'est, qu'en est-il de la pratique ? On en vient donc au travail des magnétiseurs avec des esprits et des énergies, où en fait le travail, il y a un petit jeu de mots parce que c'est aussi le travail des esprits et l'énergie. Pour les magnétiseurs, c'est surtout les esprits et l'énergie qui vont travailler, c'est pas eux qui travaillent. Voilà. Petit jeu de mots, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Alors j'ai observé 60 séances de magnétisme. Je ne vais pas vous résumer les 60 séances, j'en ai pris un cas type d'un magnétiseur dont j'ai beaucoup observé la pratique. Pour voir donc si sa pratique est analogique ou non. Ce magnétiseur qui travaille à Paris dans le 9e arrondissement, je l'ai appelé Victor Noiret. Donc son cabinet, il ressemble à un cabinet médical comme vous pouvez voir, ou un cabinet de kiné assez classique. Vous en avez un plan. Donc il y a la table de soins, son ordinateur, la porte, et puis 2 sièges, l'un où j'étais assise et l'un où s'asseyait la patiente ou le patient. Premièrement, il recourt à la radiesthésie. On va voir que c'est une lecture analogique, il n'y a plus de suspense. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La personne se présente et s'assoit en face de Victor Noiret. C'est un autre magnétiseur, c'est pas lui. Vous aurez une photo de Victor tout à l'heure. Donc, il commence à interroger la personne sur sa maladie. Et la personne va souvent, elles viennent, en fait, ces personnes-là, pour des problèmes de peau. Donc, zona, psoriasis, brûlure, verrues. Pour des affections chroniques, lombalgie, arthrose. Des problèmes d'anxiété, de dépression, voire des addictions. Pendant que la personne parle de ses problèmes de santé, en fait, Victor va l'écouter en consultant des abacs. Donc une abac, c'est ce que vous voyez ici en bas à gauche ou en haut, avec son pendule, en fait. Et son pendule va osciller et indiquer quel est le type de pathologie qu'a la personne, ou qu'est-ce qu'elle devrait manger, ou qu'est-ce qu'elle devrait éviter de manger, etc. Alors, en fait, c'est par une relation métaphorique, une similitude entre les termes, pour reprendre l'expression d'Escola, qui est propre au mode d'identification analogique, que Victor parvient à faire le lien entre l'abac, le dessin en fait, et l'état de santé de la personne. L'icône, le chiffre ou le petit dessin que vous avez là, vers lequel va se balancer le pendule, va indiquer quelque chose sur cette personne, et cela le conduit par une similitude. Alors la fraise qui est rouge, ça va mener à interpréter ceci comme ça, etc. Le sucre, je ne sais pas. Il va en venir, donc le magnétiseur va en venir à créer des liens entre le dessin et la personne, et à savoir ce qu'il va pouvoir faire pour que la personne aille mieux. Qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Il va faire un soin énergétique. On verra ce que ça veut dire subtil dans ce cas-là. Alors, une fois que c'est terminé, donc il pose son diagnostic, entre guillemets. En fait, il ne dit pas grand-chose. Il va dire, bon, je vois ce que vous avez, je vais vous faire un soin. Donc, vous allez vous allonger sur la table de soins, sur le dos. Il fait des passes magnétiques. Il va d'abord commencer près de la fenêtre, en fait, assez loin de la personne, et petit à petit se rapprocher. Parfois, travailler sur d'autres éléments, par exemple des chaussures, en disant c'est un problème d'ancrage. On voit encore qu'il y a une similitude entre les chaussures, il y a une métaphore, en fait, jusqu'au problème d'ancrage, ou sur le bureau, problème au travail, etc. Et il se rapproche de la personne, et c'est dans le silence complet, ça peut durer 1 heure. Et donc voici Victor, qui s'appelle pas Victor d'ailleurs, c'est une photo qu'il m'a donnée. Donc ce qu'il me dit, c'est que je me laisse guider. C'est comme si je me mettais en vibration avec la personne, et l'énergie vient, je laisse faire. Et sous le travail, tac tac, ça se libère, et après je vais ressortir encore, je m'éloigne, je ressors. Sous-entendu du champ énergétique de la personne. Alors, il s'agit d'un travail purement énergétique. Je l'ai observé, ce travail-là, chez tous les magnétiseurs qui ne font pas exactement les mêmes passes à chaque fois. Ce qui est particulier, c'est que jamais ces personnes ne vont objectiver l'énergie lors du soin. C'est-à-dire qu'elles ne vont jamais dire « Regardez, l'énergie est là-bas ». On est tous d'accord que l'énergie est là. En fait, elle ne va jamais être dans un point de l'espace très précis. Elle est à la fois partout et nulle part, en fait. Présente, mais sans qu'on ait besoin de dire où elle se trouve. Et jamais ils vont la subjectiver non plus. Jamais. Alors par exemple, quand une personne a des picotements, ils vont jamais dire c'est votre imagination. Ils vont jamais radicalement la subjectiver. Donc pour résumer, on peut dire que l'énergie, je dis que l'énergie est intersubjectivée. Donc elle est entre l'objectivation et la subjectivation. Elle apparaît en fait comme une entité fuyante, indissociable de ceux qui en font l'expérience. Elle vacille incessamment
de la matérialité universelle à l'imagination singulière sans jamais atteindre aucun de ces deux extrêmes. C'est en cela qu'elle est dite subtile par les magnétiseurs, c'est un terme qu'ils utilisent. Et il en va de même des esprits. Alors dans le livre, je fais une analyse des pratiques avec des esprits que je ne ferai pas ici, par manque de temps. Mais ils sont également intersubjectivés dans le soin, c'est-à-dire qu'ils sont subtils. Je dis même qu'ils sont plus subtils que l'énergie parce qu'ils sont encore plus difficilement appréhendables, plus fuyants en fait lors du soin. Donc, en conclusion de cette partie, le magnétisme apparaît comme une pratique analogique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, les énergies et les esprits présents sont intersubjectivés et donc ils brouillent sans cesse la limite entre la nature et la culture. Ils ne sont jamais réduits à leur existence potentiellement naturelle et universelle, ni à l'imagination de l'individu. On peut dire en fait que le magnétisme est analogique en contexte naturaliste, c'est-à-dire qu'une façon de parler du magnétisme en entretien et publiquement, c'est d'objectiver les esprits, mais parce que c'est une façon qu'on a quand on est naturaliste de parler d'existence en fait, de donner de la légitimité à notre propos. Et que si les magnétiseurs face à moi me disaient oui c'est quelque chose qui est flou, qui m'évite, que je ne sens pas et que je ne suis pas sûre de sentir, et ben en fait ils auraient peur que je ne les prenne pas au sérieux. En fait au bout d'un moment ils me l'ont expliqué ça, mais ce n'était pas dans les premiers entretiens. Les premiers entretiens qui sont des entretiens dans lesquels je les mettais plutôt en position de justificatrice à mon égard, les menaient à théoriser leur pratique de cette façon-là, qui est une façon propre naturaliste. Par contre leur pratique elle-même, elle est analogique. Alors, donc c'est pour résumer, il y a un conflit d'ontologisation qu'on observe en entretien et en fait qui a été un conflit passé en réalité parce que au moment de l'entretien ils objectivent et leur pratique, dans la pratique ils intersubjectivent les esprits et l'énergie. Alors la suite du livre que je vais résumer très brièvement parce que du coup je disais que j'insistais sur les deux premières parties. Alors, vous avez un petit résumé, mais donc, qu'est-ce qui se passe ? Dans la partie 3, en fait, j'enquête sur l'histoire du magnétisme, en fait, à partir d'archives de l'Association nationale des magnétiseurs qui a été fondée en 1951 en France. J'observe une réduction du nombre de procès des magnétiseurs pour exercice égal de la médecine et la disparition quasiment totale des procès à partir des années 80. Et je me demande si cette légitimation du magnétisme conduit à une remise en cause du naturalisme ou au contraire montre que le magnétisme est en train de se convertir au naturalisme. Dans la 4e partie du livre, j'enquête sur l'État, donc le ministère de la Santé, et les médecins, et j'observe les controverses qu'il y a sur le magnétisme en France, donc entre médecins, et sur le type de preuves qu'ils essayent de mobiliser pour légitimer le magnétisme, ou non d'ailleurs, pour dire que le magnétisme n'a aucune légitimité thérapeutique. Et également, je me demande dans quelle mesure il y a une remise en cause ou non du naturalisme dans leur débat. Dans un interlude qui est en fait un texte d'une 30aine de pages, je reviens sur le cas du Pérou, donc qui faisait partie de ma thèse, et dans ma thèse c'était plutôt 100 pages. Là je l'ai résumé en une 30aine de pages. En fait je compare le cas du chamanisme à celui du magnétisme, et j'observe notamment que les chamans n'ont pas de problème pour parler d'esprit, que même au ministère de la Culture, quand je fais des entretiens au ministère de la Culture, on parle d'esprit, c'est-à-dire que la représentante du ministère de la Culture va me dire il y a un esprit ici qui se promène, chose que je ne pense pas pouvoir observer en France, ou très difficilement. En fait, il n'y a pas de conflit d'ontologisation sur les esprits au Pérou, en tout cas pas sur la côte nord péruvienne. Je pense qu'il y en aura peut-être plus à Lima, et encore parce que j'ai fait un entretien à Lima avec aussi un membre du ministère de la Culture qui m'a également parlé d'esprit. Donc peut-être dans certains contextes, mais il n'est pas flagrant, et certainement pas sur le territoire que j'ai étudié, donc qui est la vallée des 26 pyramides, Tucumé. Donc c'est dans l'Ambayeque, sur la côte nord péruvienne. Là-bas, il y a un autre conflit d'ontologisation. Et je pense qu'en fait, le conflit d'ontologisation, c'est un conflit qu'on observe quand une pratique est critiquée ou était illégitime et gagne en légitimité, ou inversement. Donc les êtres avec lesquels les praticiens travaillent sont remis en cause. Leur existence est remise en cause. Donc le conflit que j'ai observé, c'est un conflit qui porte sur le site préhispanique, les 26 pyramides préhispaniques. Les habitants locaux disent qu'elles sont enchantées, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont hantées, qu'il y a des esprits préhispaniques qui les habitent. Et
certaines personnes, notamment les conservateurs de musées et du musée archéologique, en fait, disent que non, elles ne sont pas du tout enchantées, ce sont juste des pyramides. En fait, il y a une confidentialisation avec d'un côté une agentivation, elles sont enchantées, et de l'autre une réification, non, ce sont que des pyramides. Et en fait, le truc, c'est que les chamans tirent leur pouvoir de l'enchantement des pyramides. Donc on voit que ça implique directement les chamans. Donc en fait, j'ai analysé ce cas pour voir... en fait, dans quelle mesure il y avait une remise également en cause ou non du naturalisme. Dans ce cas-là, c'est plutôt une imposition du naturalisme par les conservateurs de musées dans un espace dans lequel l'analogisme est plutôt de mise. Cela me permet en fait de conclure, déjà d'expliquer le retour entre guillemets de la magie, de prévoir l'avenir du naturalisme et d'inviter les sciences sociales à adopter une démarche constructiviste, c'est-à-dire naturaliste réflexive. Et en fait, je vais conclure là-dessus avec un petit épilogue qui n'était pas dans ma thèse et qui est dans le livre, qui est une petite nouvelle que j'ai inventée pour expliquer les choses. En réalité, on essaye d'être plus clair et des fois, c'est pas plus confus, mais toute métaphore est vouée à être interprétée comme on l'entend. Mais voilà, je vais vous lire la dernière page du livre. C'est pas l'épilogue, donc c'est un épilogue qui est aussi un apologue et qui fait 3 pages dans le livre. Et donc, je vais conclure là-dessus. Donc, en fait, c'est la métaphore en question, c'est que je compare le grand partage, donc cette opposition entre nature et culture, à l'existence de grains rouges et de grains noirs. Donc on serait dans une société dans laquelle les individus essayent de séparer ce qui relève des grains rouges, c'est-à-dire de la culture, ou des grains noirs, c'est-à-dire de la nature. Au fil de l'histoire de l'anthropologie, une question a lentement émergé. La tâche des anthropologues est-elle de participer à la séparation de la nature et de la culture, ou bien de cesser de classer les grains rouges et les grains noirs pour observer leur classement ou leur non-classement dans d'autres parties du monde. À force d'observer que le grand partage n'avait pas lieu d'être sur d'autres terres que la nôtre, certains anthropologues ont gagné en réflexivité. Dans leur jargon, cela veut dire que le recul prodigué par leur observation des autres leur a permis de réaliser que ce qu'ils faisaient sur leur terre n'allait pas de soi ailleurs et méritait donc toute leur attention. Certains anthropologues ont donc gagné en réflexivité et commencé à s'intéresser à la raison de la séparation plutôt que de séparer les raisons en fonction du grand partage. C'est grâce à leurs travaux que j'ai appris non seulement que d'autres peuples n'avaient jamais jugé opportun de séparer les grains noirs des grains rouges, mais aussi et surtout que l'histoire de cette séparation sur notre terre était récente. Aujourd'hui, 2 groupes d'anthropologues s'affrontent. D'un côté, les naturalistes stricts cherchent à enseigner la différence entre le rouge et le noir aux personnes qui les mélangent innocemment, naïvement, dirait-il. De l'autre, les naturalistes constructivistes décrivent avec attention la beauté de ce mélange et s'intéressent de plus en plus aux grains à la fois rouges et noirs, ces grains magiques, inclassables, ou du moins au classement controversé sur notre terre. Parmi ces derniers est né un nouveau débat. Tandis que certains se demandent si le grand partage a jamais existé, car ils ont remarqué que dans la pratique, les grains rouges et les grains noirs sont incessamment brassés, d'autres affirment que le grand partage, disent qu'affirmer que le grand partage n'a jamais existé revient à oublier que pour observer le mélange rouge-noir, il faut d'abord reconnaître la distinction entre le rouge et le noir. Selon eux, cela reviendrait à oublier que le mélange n'est pas l'équivalent de l'uniformité, mais de la mixité. Qu'on le veuille ou non, le grand partage laisserait donc une cicatrice indélébile, une trace que l'hybridité n'effacerait pas, même chez ceux qui le remettent en cause. Car, pour dire qu'un grain n'est ni rouge ni noir, encore faut-il avoir le rouge et le noir pour référence. Quoi qu'il en soit, cessant de purifier la terre, portant une attention bienveillante à son hétérogénéité, ces naturalistes réflexifs ont ouvert une brèche dans laquelle le grain magique peut désormais éclore. Voilà. Merci pour votre attention. Merci. Ah oui. Et merci pour cette présentation tout à fait passionnante. Je suis tenté de revenir sur la notion de conflit, d'ontologisation. Est-ce que tu considères que c'est un effet du naturalisme, voire que c'est un conflit à l'intérieur du naturalisme, ou pas? Pour peut-être indiquer
Je pense que c'est un effet du naturalisme, mais que surtout en pratiquant en rentrant dans des conflits d'ontologisation, on participe à l'existence du naturalisme. En fait, c'est les deux en même temps, c'est-à-dire que c'est parce qu'on a été socialisé dans une société dans laquelle le naturalisme, dans certaines circonstances en tout cas, est de mise, notamment dans des circonstances dans lesquelles on doit se justifier scientifiquement, eh ben, on va participer à des conflits d'ontologisation, mais en le faisant, on participe au naturalisme, on participe à sa construction en fait en tant qu'ontologie. Parce que le naturalisme, en fait, c'est nous qui le créons au quotidien, dans tous nos actes. Et parfois non. Il y a des moments où on ne le fait pas. Et je pense qu'il y a plein de moments où, et c'est ce que dit d'ailleurs Descola, il dit il y a des moments où on parle à notre chat, et en fait on a une relation avec certains animaux qui est proche d'une relation animiste. Mais il y a des circonstances, et je pense que celle de la justification, ce sont des circonstances particulières dans lesquelles on peut vraiment observer comment on participe nous-mêmes au naturalisme. Et en cela, on transmet aussi le naturalisme, en fait. Je posais la question, parce que d'une part, tu indiquais, je trouve ça très intéressant, que le conflit apparaît surtout au niveau des discours, mais quand on passe au niveau de la pratique, là, c'est ce que tu appelles plutôt l'intersubjectivité, et que par ailleurs, au Pérou, il n'y a pas ce même conflit des ontologisations, même s'il y a un autre type de conflit. Mais du coup, la question que je me posais, est-ce que tu suggères du coup que le naturalisme est donc essentiellement du côté de l'objectivation et qu'en est-il de la subjectivation? Parce que d'un certain point de vue, en tout cas moi c'est le point de vue que j'aurais tendance à défendre, c'est que l'objectivation et la subjectivation sont les deux faces de la même pièce et relèvent tous les deux du naturalisme en quelque sorte. Elles relèvent tous les deux du naturalisme. Entre parenthèses, moi j'avais lu Desmartino il y a déjà pas mal d'années, donc j'ai plus tous les détails en tête, loin de là, mais quelque chose qui m'avait frappé par rapport au monde magique, c'est qu'à l'époque, Desmartino est encore tout à fait pris dans une problématique hégélienne en fait. C'est quelqu'un qui était assez fort influencé par Hegel, et cette idée finalement que la modernité, c'est à la fois la scission de l'objet du sujet, de l'objectivisme et du subjectivisme, mais du coup c'est à la fois la scission, mais c'est à la fois la complémentarité, et comme je disais, c'est les deux faces de la même pièce. Et donc par rapport à Descola, je trouve que, par rapport à Descola, d'une manière générale, je trouve qu'on ne prend pas suffisamment en compte, d'une certaine manière, le subjectivisme comme dimension du naturalisme, et notamment à travers la quête de la nature intérieure, qui est aussi une notion qui pour moi relève d'une forme de naturalisme. Et on pourrait même le prendre à la Foucault, quelque part. Donc chercher la vérité de soi-même à travers sa subjectivité ou sa sexualité, c'est sans doute aussi quelque chose. Donc Foucault suggérait que c'était en rapport avec la logique médicalisation, etc. Mais c'est sans doute aussi en lien avec le naturalisme en quelque sorte. Pour moi, ça l'est totalement en fait. Quand je dis que c'est un conflit d'ontologisation qui montre qu'on est naturaliste, c'est-à-dire que quand on subjective, on est naturaliste, et quand on objective, on est naturaliste. Ouais. C'est un geste proprement naturaliste. Et pour revenir sur ce que tu dis, chercher sa nature intérieure, etc., c'est vraiment chercher en fait son identité propre. Et en fait, par là, c'est se dire différent, parce qu'en fait, c'est pas seulement se dire qu'on a un esprit différent de celui des animaux, c'est dire qu'on a tous des esprits, toutes et tous des esprits différents et des cultures différentes. En fait, l'individualisation, c'est vraiment un processus qui est propre au naturalisme en ce sens-là. Parce qu'on ne peut pas s'individualiser quand, dans le cas de l'animisme, une façon d'individualiser, ça serait une façon de transformer son corps, en fait. Parce qu'il faut se distinguer, et la distinction se fait dans ce cas-là par le corps, en fait. On appartient à des mondes différents à condition qu'on ait des plumes, des poils ou des écailles. La distinction passerait par là. Dans le cas de notre société, en fait, elle passe par un travail sur soi, une façon de revendiquer une intériorité différente, en fait, une vie différente de celle des autres, qui est une vie intérieure. Ouais. Merci. Merci Fanny, c'était très clair et très passionnant. Moi j'avais deux petites questions. Une, c'est un moment d'inattention de ma part au moment où tu t'es passé sur cette question des procès ou du procès historique du magnétisme. Et alors du coup j'ai pas très bien compris si on parlait de procès juridique ou le procès je me demandais si tu pouvais revenir un peu là-dessus, ça m'intéresse. Et l'autre, c'est une question un peu out of the blue et peut-être trop grande, mais je me suis sûre que tu te l'as posé pendant ta thèse, du choix du cadre théorique. Donc clairement, tu as pris à bras le corps toute la proposition
de Descola, et t'en fais une version appliquée, comme tu dis, que je trouve super intéressante, parce qu'en lisant Descola, on a parfois l'impression tout ça est très lointain et parfois un peu abstrait dans les exemples qu'il peut donner. Et est-ce qu'à un moment, tu as considéré ou envisagé d'utiliser comme cadre conceptuel toute l'enquête sur les modes d'existence de la tour, qui pourrait aussi se prêter à ce type de terrain? Et quel type d'analyse ça aurait pu mener, et comment ça dialogue, vu qu'eux-mêmes étaient en conversation quand tu as des entités comme ça, que du coup, plutôt que parler de... Qu'est-ce que ça aurait pu donner avec les modes d'existence? Oui, alors pour la première question, en fait c'est parce que je suis passée là, j'ai survolé. Je me suis dit que je ne pouvais pas parler de tout le livre dans le détail, et j'ai préféré centrer en me disant peut-être qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ne savent pas ce que c'est que le magnétisme. Alors si je commence à parler de juste l'histoire et sans en venir à ce que c'est que la pratique aujourd'hui du magnétisme, donc j'ai centré là-dessus. Mais pour répondre à la question, du coup, j'ai dû pas être très claire. Il y a, en fait, dans ce chapitre historique, il y a deux choses que j'analyse. Déjà, je reviens à la controverse, la fameuse controverse d'ailleurs qu'a étudiée Isabelle Stengers dans Le cœur à la raison avec Chertok, mais qui a aussi été étudiée par Bertrand Méheux et puis par d'autres personnes. C'est la controverse qu'il y a eu à la veille de la Révolution française. En fait, Louis XVI a mandaté 2 commissions d'experts. Parmi ces experts, il y avait Lavoisier, Guillotin, Jussieu, enfin des grands noms en fait de la science de l'époque, pour qu'ils analysent l'efficacité du magnétisme, pour savoir si c'était vraiment une pratique scientifique ou si c'était n'importe quoi en fait. Et donc pour le faire, ils ont mis en place, je ne sais pas si je reviens sur ce procès, mais en fait ils ont mis en place, donc à l'époque le magnétisme se pratiquait différemment, on parlait de magnétisme animal, et en fait il y avait un baquet, donc c'était en fait c'était un cercle, comme ça les gens étaient assis en se tenant les uns aux autres, et il y avait des barres de métal qui les reliaient par un dispositif assez complexe, et le magnétiseur passait avec une équerre en métal et les magnétisait. Et il y avait des crises en fait, qui étaient des crises de magnétisme, et des personnes qui disaient avoir retrouvé l'usage de leurs yeux par exemple, ou d'autres capacités perdues. Et donc, à l'époque, ça faisait grand bruit, notamment pas mal de... Il y a une fille noble qui a été soignée, elle était aveugle, qui a retrouvé l'usage de sa vue, et donc ils ont fait ce procès-là pour savoir si c'était n'importe quoi ou pas, et qu'est-ce qu'il en est vu. En fait, c'est là qu'ils ont inventé, c'est une des premières esquisses de ce qu'on appelle l'essai contrôlé randomisé en double aveugle. En réalité, surtout, la première esquisse du placebo, c'est la tentative de distinguer ce qui relève ou non de l'imagination, en fait. C'est ça leur geste. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont dit à une personne qu'elle était magnétisée alors qu'elle ne l'était pas, et cette personne a eu une crise. Ensuite, ils lui ont dit qu'elle n'était pas magnétisée alors qu'elle l'était, elle n'a pas eu de réaction. Et ils ont dit la preuve que c'est que son imagination, et donc rejeter pour eux dans l'imagination le magnétisme était une façon de disqualifier. Et en fait, c'est aussi la façon dont ils ont défini le territoire médical, qui est le territoire du corps, et pas, en prenant pas au sérieux l'imagination en tant que possibilité de guérir, en fait. Et Jussieu a produit ce qu'on appelle un rapport minoritaire, qui est un rapport dans lequel il dit qu'il faudrait prendre au sérieux l'imagination parce qu'elle produit des effets. Et en plus, à l'époque, il y avait des conflits d'ontologisation sur ce qu'était l'imagination elle-même, parce qu'il y a une conception de l'imagination qui vient du Moyen-Âge, sur laquelle l'imagination est un fluide. On trouve beaucoup de traces dans les affinités électives. Goethe, en fait, il reprend cette théorie du Moyen-Âge, les affinités électives qui a ensuite inspiré Weber. Il reprend cette théorie du Moyen-Âge. Le fait en fait, c'est 2 personnes qui sont amoureuses, mais elles sont en couple avec d'autres personnes, et le fait d'avoir une relation sexuelle avec une personne mais de penser à une autre fait que l'enfant ressemble plus à la personne à qui on a pensé. En fait, l'imagination telle qu'on la concevait au Moyen-Âge, elle a ce genre de capacité, en fait. Bref, donc ça c'est le premier procès, et en fait je retrace ce procès juste pour essayer de comprendre dans quelle mesure ce qui s'est produit, c'est que il y a une volonté de faire rentrer le magnétisme dans le naturalisme, et finalement ça a été entre guillemets un échec, ils l'ont rejeté vers l'imagination. Suite à ça, le magnétisme a été interdit. Les médecins qui le pratiquaient, en fait, pouvaient perdre le droit de pratiquer simplement parce qu'ils avaient pratiqué le magnétisme et que ce n'était plus reconnu comme une pratique médicale. Et donc, il y a eu des poursuites pour exercice illégal de la médecine à l'époque. Et suite à la Révolution, le magnétisme a continué d'être pratiqué, mais de façon clandestine. Et surtout, il est devenu encore plus, c'est pas qu'il est devenu plus clandestin, mais en fait, il y a eu une recrudescence des procès à la suite de la Seconde Guerre mondiale, parce que sous Vichy, l'ordre des médecins a été créé en France. Et l'ordre des médecins, en fait, pouvait facilement faire des procès aux magnétiseurs
dès qu'ils pratiquaient. Il suffisait simplement que quelqu'un se dise guéri par un magnétiseur pour qu'il y ait un procès pour exercice illégal de la médecine. Et le fait même qu'il y ait beaucoup de patients qui viennent en disant « mais j'ai été guéri par cette personne » était la preuve de l'exercice illégal de la médecine. Donc limite, plus on était un magnétiseur connu de renom, avec beaucoup de patients qui disaient être guéris par cette personne, plus on avait de chances d'avoir une amende élevée. Et donc c'est là que l'association sur laquelle j'ai travaillé, en fait, qui est une association nationale, s'est créée en 1951 avec un chirurgien. Et en fait, il militait au départ pour ce qu'ils appelaient la médecine libre. Donc c'était pour que le magnétisme soit reconnu comme d'autres types de thérapies. Au début, il n'y avait pas seulement des magnétiseurs. Petit à petit, c'était surtout des magnétiseurs. Et en fait, ils ont essayer de comprendre ce qui se passait. Pour protéger leurs adhérents, essayer de comprendre ce qui se passait dans les process qui leur étaient reprochés. Et en fait, j'ai analysé de 1951 à nos jours toutes les archives de l'association. C'était plus de 2000 documents dans lesquels il y a les actes des procès et je vois les conseils que donne l'avocat pour transformer la pratique et en fait pour la convertir au naturalisme, en tout cas dans l'ordre de justification de la pratique et en même temps pour distinguer le territoire professionnel du magnétisme de celui de la médecine. Parce que c'est ça qui se jouait en fait, c'est que vous guérissez à la place du médecin, alors il faut en fait se présenter comme un complément de médecine pour plus empiéter sur le territoire professionnel des médecins. Et donc là, c'est ces procès-là aussi que j'ai analysés. Voilà. Et l'autre question, alors j'étais assez embêtée parce que Latour parle de mode d'existence. J'ai beaucoup travaillé avec Latour, en fait plus avec Latour que Descola, je pense, à un moment. En tout cas, j'ai plus lu son travail. Et Descola est revenu à la fin. Et en fait, il y a tout un débat entre eux sur c'est ça que j'ai résumé avec cette petite apologue, c'est le débat, est-ce que le grand partage existe ou non? Et en fait, le truc, c'est que Latour dit qu'il n'existe pas. C'est pour ça que nous n'avons jamais été modernes. C'est l'affirmation que le grand partage n'existe pas. Mais en faisant ça, à mon sens, il se contredit à un niveau, c'est qu'en fait, il explique que les scientifiques n'arrêtent pas d'avoir des arguments épistémologiques quand on fait des entretiens avec eux. Quand on leur demande comment vous pratiquez, ils en viennent à des arguments épistémologiques où ils partagent nature et culture, alors que dans la pratique, c'est pas ce qu'ils font. Alors, en fait, je dis qu'il est contradictoire parce que Latour dit qu'il faut prendre les acteurs au sérieux. Il faudrait prendre au sérieux les scientifiques quand ils font de l'épistémologie en entretien. En fait. Et c'est ce que font les magnétiseurs, en fait, limite. C'est pas vraiment l'épistémologie, mais... En fait, du coup, le grand partage a un mode d'existence dans lequel, en justification, on respecte le grand partage, et peut-être que dans la pratique, même dans la pratique scientifique, il n'est pas respecté. Donc c'est le débat Latour et Descola là-dessus, auquel j'essaye un peu de prendre part, mais en réalité, j'apporte pas de vraies réponses, c'est-à-dire que j'apporte plutôt des hypothèses. Et le mode d'existence, le problème, c'est que même si c'est intéressant, c'est toujours lié au réseau. Et dans ce cas, il aurait fallu faire une analyse de réseau. Alors j'avais commencé à faire une analyse de réseau, mais en fait, ça fonctionnait pas avec le terrain que j'avais, parce qu'en fait, pour créer un mode d'existence, c'est dire que, donc c'est la théorie de l'acteur réseau, et donc c'est dire qu'un être est lié à tout le réseau qui le porte en tant qu'être. Il aurait fallu tracer des réseaux, et j'étais pas mal engagée dans une analyse professionnelle, en fait, déjà des carrières de magnétiseurs, et puis ensuite de l'organisation du travail, de l'évolution de l'organisation du travail avec la professionnalisation du magnétisme. Ça me permettait, c'était difficile de raisonner en termes de réseau. Et l'autre chose, c'est que les conflits d'ontologisation, en fait, dans le mode d'existence, on observe moins bien le conflit. Même si, en fait, en réalité, dans le mode d'existence, charrie les contradictions qu'il crée. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, au moment où on m'a proposé de publier ma thèse, Philippe Pignard, donc mon éditeur, m'a dit « Mais ce que vous analysez, c'est le mode d'existence MET ». Et je lui ai dit « oui ». Et là, il m'a dit « Surtout, ne relisez pas Enquête sur les modes d'existence. Votre thèse est très bien, gardez-la. Ne rentrez pas de nouveau dans d'autres types d'analyses. Peut-être qu'un jour, vous y reviendrez. Mais en fait, ça demande... En fait, quand j'aime pas trop butiner, en fait, avoir plein d'auteurs très éclectiques qui n'ont pas du tout les mêmes théories et juste utiliser un concept d'un auteur sans prendre tout le background qu'il y a derrière. Et parler de mode d'existence, ça me demandait de prendre quand même les réseaux entiers. Donc finalement, de Latour, j'ai gardé une méthode d'enquête, qui est celle pragmatique, symétrique, avec la notion d'épreuve, mais sans entrer dans ce genre d'analyse-là.